Ah, l'argent, c'est une relation compliquée, n'est-ce pas? Souvent illogique, très, très émotionnelle. Pourquoi est-ce qu'on achète des choses qu'on ne peut pas vraiment se permettre? Pourquoi on s'accroche à des actions qui ne font que baisser? Eh bien, il semblerait que les réponses se trouvent moins dans les tableurs Excel que dans notre propre tête. On est tous passés par là. Ce moment un peu gênant où on regarde en arrière et on se dit « mais qu'est-ce qui m'a pris ?» Que ce soit un achat compulsif ou au contraire une super occasion d'investissement ratée par pure frousse, ces moments sont universels. Et ils sont vraiment au cœur de ce qu'on va explorer aujourd'hui. Bon, rentrons dans le vif du sujet avec cette idée, simple en apparence, mais très puissante de Morgan Housel. Il est l'auteur de La psychologie de l'argent. Son argument principal, c'est que nos décisions financières, même celles qui paraissent les plus folles, ont en fait leur propre logique. Une logique qui n'est pas façonnée par la théorie des livres, mais par ce qu'on a personnellement vécu. Tout part de là, notre histoire personnelle avec l'argent. C'est le filtre à travers lequel on perçoit tout, le risque, l'opportunité, la valeur. Et ça, ce n'est pas une question de QI ou d'intelligence, c'est juste une question de point de vue. Ce qui est absolument fascinant, c'est que deux personnes tout aussi intelligentes peuvent regarder la même situation financière et arriver à des conclusions totalement opposées. Pourquoi ? Tout simplement parce que leur vécu leur a appris des leçons radicalement différentes sur la façon dont le monde tourne. Prenons quelques exemples pour que ce soit bien clair. Quelqu'un qui a grandi en voyant l'inflation dévorer les économies de ses parents n'investira jamais de la même façon que quelqu'un qui a connu des marchés toujours stables. Et pour une personne avec de faibles revenus, un ticket de loto, ce n'est pas juste un mauvais calcul de probabilité. Non, c'est peut-être le seul ticket, le seul espoir concret de changer radicalement de vie. Le contexte, c'est tout. Allez, maintenant, on va zoomer sur un mécanisme psychologique bien précis, mais super puissant. Un mécanisme qui influence presque toutes nos décisions financières, qu'on s'en rende compte ou non. Alors, ce concept, qui vient de pionniers comme Daniel Kahneman et Richard Thaler, c'est vraiment une des clés de l'économie comportementale. L'idée est simple, notre cerveau est programmé pour éviter la douleur d'une perte bien plus qu'il ne cherche le plaisir d'un gain. Dit autrement, la douleur de perdre 50 € est bien plus intense que la joie d'en trouver 50. Cette différence est énorme. Gagner une somme, c'est sympa, ça procure une petite satisfaction. Par contre, perdre la même somme, la perte, c'est une autre histoire. C'est une vraie claque émotionnelle, ça fait mal. Et rien que cette asymétrie explique un nombre incroyable de comportements financiers qui semblent, de prime abord, complètement irrationnels. Et attention, c'est un point super important. Ce n'est pas un défaut personnel, c'est un vieux réflexe de survie gravé en nous depuis des millénaires. La preuve, même nos lointains cousins primates sont câblés comme ça. Ça montre bien à quel point cette tendance est fondamentale. Ok, assez de théorie. Voyons comment ce biais nous joue des tours dans la vraie vie, avec un scénario que beaucoup d'investisseurs connaissent malheureusement un peu trop bien. Voilà, c'est le piège classique. Tant qu'on ne vend pas l'action, la perte reste virtuelle. C'est juste un chiffre en rouge sur un écran, une perte latente. Mais l'acte de vendre, lui, il rend la chose concrète, réelle. Et notre cerveau, avec son aversion pour la perte, va tout faire pour nous éviter cette douleur. Et c'est là que le cerveau devient malin. On se met à rationaliser. On se raconte des histoires pour justifier de ne rien faire. On se dit « Oh, c'est juste temporaire, le marché a tort, ça va remonter ». On se crée un récit confortable pour éviter la douleur immédiate de la perte, même si, au final, cette histoire risque de nous coûter bien plus cher. Attention, petit point important, il ne faut pas tout confondre. L'aversion à la perte, ce n'est pas la même chose que l'aversion au risque. En fait, s'accrocher à une action qui plonge, c'est une décision très risquée. L'aversion au risque, c'est plutôt préférer ce qui est sûr et certain. Et puis il y a l'effet de dotation, qui est cette tendance à surévaluer ce qui nous appartient déjà. Comprendre ces petites nuances, c'est crucial. Bon, notre psychologie, c'est une chose. Mais ce n'est qu'une partie du tableau. Pour vraiment comprendre les réussites et les échecs financiers, il faut prendre en compte deux autres forces. Deux géants, souvent invisibles. Prenez cette histoire, elle est juste incroyable. Le succès phénoménal de Bill Gates n'est pas seulement dû à son génie, c'est aussi le résultat d'une chance absolument folle. Son ami, Kent Evans, était tout aussi brillant, mais il a été fauché par le risque, l'imprévisible. La chance et le risque, ce sont les deux faces de la même pièce. La leçon à retenir, c'est donc la suivante. Quand on évalue un succès, le sien ou celui des autres, il faut toujours se rappeler de ses forces invisibles. Rien n'est jamais dû à 100% au travail acharné ou à 100% à de mauvaises décisions. La chance et le risque sont toujours invités à l'assiette, qu'on le veuille ou non. Bon, alors, si on est bourré de biais psychologiques et que notre vie est secouée par la chance et le risque, à quoi bon ?
Est-ce que la perfection est même un objectif réaliste? Probablement pas, mais il y a une bien meilleure approche. Et là, c'est un vrai changement de perspective. L'idée, ce n'est pas d'essayer d'être un robot, un ordinateur froidement rationnel. C'est impossible pour un humain. Non, l'objectif, c'est d'être raisonnable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir qu'on a des défauts dans la cuirasse, accepter qu'on va faire des erreurs, et surtout mettre en place des garde-fous, comme des marges de sécurité, pour pouvoir survivre à ces erreurs. Alors, si on récapitule tout ça, on a vu que notre histoire personnelle définit notre rapport à l'argent, que notre cerveau est biologiquement câblé pour avoir horreur des pertes, ce qui nous pousse à faire des erreurs, et que le succès est toujours un cocktail d'efforts, de chance et de risques. Au final, la vraie leçon, ce n'est pas de chercher la perfection, mais plutôt d'apprendre à se connaître et à rester souple. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, et pas des moindres. Si l'objectif, ce n'est pas d'optimiser chaque euro à la perfection, alors c'est quoi? Est-ce que c'est d'avoir l'esprit tranquille, d'avoir de la flexibilité, de pouvoir dormir sur ses deux oreilles la nuit? Finalement, la vraie psychologie de l'argent, ce n'est peut-être pas que des chiffres. C'est peut-être simplement ça.